Que se passerait-il si, un matin, vous vous réveillez et appreniez que l'eau qui coule de votre robinet n'est plus potable? Ou si on annonçait que l'eau dans votre ville ne serait disponible qu'à certaines heures? Ce scénario, qui semble encore lointain pour la plupart des gens aujourd'hui, est devenu une réalité concrète pour un nombre croissant de régions du monde au XXIe siècle. Le monde fait face à une crise silencieuse mais croissante, la crise de l'eau douce. Contrairement à l'idée reçue, cette crise n'est pas causée uniquement par la disparition totale de l'eau, elle découle plutôt de la mauvaise gestion, de la distribution injuste et de modèles de consommation qui ignorent l'avenir. La quantité totale d'eau sur Terre est restée pratiquement constante. Ce qui a changé, c'est qui a accès à cette eau, quand et dans quelles conditions. Le changement climatique a bouleversé les régimes de pluie, prolongé les sécheresses et modifié la répartition géographique de l'eau d'une manière difficile à inverser. La croissance démographique, l'urbanisation non planifiée et une utilisation excessive dans l'agriculture ont transformé l'eau, de simples ressources naturelles, en véritable outil stratégique. Dans le nouvel ordre mondial, les pays ne cherchent plus seulement à trouver de l'eau, mais aussi à la produire, la transformer et la gérer. À ce stade, la question principale était: l'eau allait-elle vraiment disparaître ou l'humanité devait-elle apprendre à la gérer? Espoir venu de la mer, le voyage du sel vers la vie. Le Moyen-Orient, l'une des premières régions où l'accès à l'eau est devenu difficile, a réagi à la crise par des solutions nées de la nécessité. Israël a adopté des systèmes pour transformer l'eau de mer en eau potable, non par choix, mais en tant que politique d'État face à une pénurie chronique d'eau. Grâce à d'immenses usines de dessalement construites le long de la côte méditerranéenne, une grande partie de l'eau potable du pays provient désormais de la mer. La technologie de l'osmose inverse a été utilisée. Les coûts énergétiques ont été progressivement réduits et l'infrastructure commune a permis d'approvisionner à la fois l'agriculture et les villes. Au début, le débat principal portait sur la potabilité de cette eau. Des réglementations scientifiques ont permis de réintroduire des minéraux dans l'eau dessalée pour la rendre apte à la consommation humaine. Israël est ainsi devenu l'un des rares pays à produire plus d'eau qu'il n'en consomme. Les pays du Golfe riches en pétrole ont suivi une approche similaire. L'Arabie saoudite et ses voisins ont adopté l'idée de convertir l'énergie en eau. Des usines de dessalement alimentées par énergie solaire ont été construites, et l'eau de mer est devenue la principale source d'eau potable, réduisant l'exploitation excessive des nappes phréatiques. Cependant, les coûts initiaux élevés et les besoins énergétiques ont limité la généralisation de ces systèmes à tous les pays. Ainsi, le dessalement de l'eau de mer est apparu comme une solution efficace, en particulier pour les pays ayant un accès facile à l'énergie. Des eaux usées à une ressource, la seconde vie de l'eau. Une autre réponse à la crise de l'eau repose sur l'idée que l'eau usée ne doit pas être définitivement perdue. Singapour est devenu l'un des pays les plus avancés dans cette approche. Grâce au système New Water, les eaux usées sont traitées par des filtres biologiques et chimiques avancés pour atteindre un niveau adapté à la consommation. L'acceptation sociale était tout aussi essentielle que la réussite technique dans ce processus. Les réticences du public à boire de l'eau issue des eaux usées ont été surmontées grâce à des campagnes d'information transparentes et des données scientifiques. Avec le temps, l'eau recyclée a prouvé sa sécurité et obtenu l'adhésion des citoyens. Une transformation similaire s'est produite en Californie, région soumise à la sécheresse. L'eau traitée a été dirigée vers les terres agricoles, les réserves souterraines réapprovisionnement volontairement et le partage de l'eau entre les villes optimisées. Ces pratiques ont montré que l'eau recyclée peut être une solution permanente et fiable, et pas seulement temporaire. Des solutions venues du ciel. Redécouvrir la pluie. Pour certains pays, la solution n'a pas reposé sur la haute technologie, mais sur des traditions oubliées. L'Inde a répondu à la crise moderne par des méthodes ancestrales. La collecte des eaux de pluie sur les toits est devenue obligatoire. Les structures anciennes de stockage étaient restaurées et des micro-barrages ont été construits dans les zones rurales. Ces méthodes ont permis non seulement de fournir de l'eau, mais aussi de recharger les nappes phréatiques et de réduire les risques d'inondation. En Australie, continent aride, la pluie a été gérée avec des systèmes de stockage intelligents. Des réservoirs souterrains ont été construits dans les villes, les parcs et espaces verts ont été irrigués avec cette eau, et le recyclage des eaux grises s'est généralisé pour un usage domestique. La pluie seule n'a pas suffi à tous les besoins, mais elle a considérablement allégé la pression sur les réserves urbaines. L'agriculture au cœur de la crise.
Produire plus avec moins d'eau. Le fait qu'environ 70% de l'eau douce utilisée dans le monde soit destinée à l'agriculture explique pourquoi les solutions y sont concentrées. Les méthodes d'irrigation traditionnelles ont été délaissées. Grâce à l'irrigation goutte à goutte et à l'agriculture intelligente, l'eau est acheminée directement aux racines, l'humidité du sol est mesurée par des capteurs, et le gaspillage a été largement éliminé. Aux Pays-Bas, l'agriculture s'est pratiquement déplacée vers des conditions de laboratoire. Les cultures hors sol se sont répandues, les serres fermées limitent l'évaporation, et les gains d'eau atteignent jusqu'à 90%. Ces exemples démontrent que l'agriculture est possible même dans les pays qui manquent d'eau. La transformation des villes, de consommatrices à gestionnaires de l'eau. La crise de l'eau a transformé non seulement les campagnes, mais aussi les villes. En Chine, le modèle de la ville éponge intègre des routes perméables, des toitures végétalisées et des parcs capables de retenir l'eau. Ces villes ne se contentent pas d'évacuer l'eau de pluie, elles la stockent, la filtrent et la réutilisent. En Europe, la révolution des eaux grises a eu lieu. L'eau des douches et des lavabos alimente les toilettes. Les doubles circuits sont devenus obligatoires dans les nouveaux bâtiments et la consommation d'eau par habitant a fortement diminué. Les villes privilégient désormais la résilience face aux crises plutôt que l'indépendance totale vis-à-vis de l'eau. Des solutions invisibles mais décisives. Politique et comportement. La technologie à elle seule n'a pas suffi. L'eau a été redéfinie à la fois comme droit humain fondamental et ressource limitée. L'accès de base est resté ouvert à tous, tandis que la surconsommation a été régulée par une tarification progressive. Des compteurs numériques mesurent désormais la consommation en temps réel. La sensibilisation sociale est devenue la pierre angulaire de cette transformation. L'éducation à la conscience de l'eau est dispensée dans les écoles. Les scénarios de crise relayés par les médias et les habitudes quotidiennes, même lentement, changent de façon permanente. Les économies individuelles ne suffisent pas à elles seules, mais elles contribuent fortement à réduire la consommation globale. Du global à l'individuel. Une approche multiniveau du problème de l'eau. Pour la première fois dans l'histoire, l'eau est évoquée non seulement comme cycle naturel, mais comme crise mondiale. La solution nécessite par conséquent des politiques universelles, des plans nationaux et la responsabilité individuelle. Au niveau international, l'eau est devenue un sujet de sécurité lié à la sécurité alimentaire, la production d'énergie, la migration et aux conflits. Des modèles de gestion partagés par bassin ont été développés pour les eaux transfrontalières et l'échange de données est devenu obligatoire. À l'échelle nationale, les politiques de l'eau ont été redéfinies. Des autorités uniques ont été créées, des plans à long terme établis et des scénarios climatiques intégrés dans les stratégies. Les cultures agricoles sont désormais choisies en fonction de la disponibilité de l'eau. Les pertes urbaines ont été réduites et de strictes réglementations, ainsi que des sanctions ont été instituées contre la pollution de l'eau. Au niveau individuel, les habitudes de consommation d'eau journalière ont évolué. Les systèmes d'eau grise et de récupération de pluie se généralisent. Les produits à faible empreinte hydrique sont encouragés et la réduction du gaspillage alimentaire aide à diminuer la consommation invisible. Le seuil le plus critique. Reconnaître l'eau comme bien commun mondial. Au cœur de toutes ces solutions se trouve une réalité fondamentale. L'absence de reconnaissance contraignante de l'eau comme bien commun mondial dans le droit international. Aujourd'hui, nous disposons de la technologie, de la science et de modèles de solutions, mais pas d'une gouvernance globale obligatoire. L'eau est toujours considérée comme une question de souveraineté nationale, de marchandises et d'intérêt national à court terme. Sans changer cette approche, l'impact des technologies les plus avancées reste limité. Si l'eau était reconnue comme bien commun mondial, les eaux transfrontalières cesseraient d'être source de conflits, la surconsommation pourrait être limitée à l'échelle globale, l'inégalité technologique serait réduite, et la lutte contre le changement climatique renforcée. La raison pour laquelle cela n'a pas encore été pleinement réalisé est claire. L'eau signifie souveraineté, puissance économique et influence politique. Pourtant, l'histoire a montré à maintes reprises que les ressources non partagées se traduisent par des pertes pour tous. Conclusion, guerre de l'eau ou coopération autour de l'eau. La crise de l'eau n'est pas un problème insoluble pour l'humanité. Cependant, la solution n'est possible qu'en agissant vite, en pensant de manière globale et en partageant la responsabilité. Deux voies s'offrent à nous. Un futur où l'eau sera source de conflits ou un nouvel ordre où elle sera le cœur de la coopération. Dans ce nouveau monde, ceux qui survivront ne seront pas ceux qui ont le plus d'eau, mais ceux qui la géreront le plus intelligemment.
N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager vos réflexions sur l'eau dans les commentaires. J'attends vos avis et suggestions sur la crise de l'eau et les mesures que nous pouvons prendre. Abonnez-vous et soutenez-nous, ça me ferait très plaisir.